Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous où que vous vous trouvez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous accueillons René David Adjadj, connecté depuis la France et plus précisément de Paris. René David va nous présenter la pensée critique créative et le dialogue socratique. Bonsoir René David. Bonsoir Yotis et bonsoir à tout le monde, à tous les synergiens. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Alors René David, comment te portes-tu ce soir? Très bien. Je vais partager quelque chose avec vous. Je suis chaud bouillant. Ok. Ok, alors René David, tu es l'un des pionniers du coaching professionnel en France depuis 1990, l'un des cofondateurs de l'ICF France en 2000 et également l'un des premiers master coach en Europe en 2002. Premier président de la commission éthique et déontologie, très engagé pour la professionnalisation du métier de coach et intervient dans différentes conférences sur le coaching en France et à l'étranger. Membre du bureau et du CA du CIMAX, syndicat des métiers de l'accompagnement du coaching et de la supervision en France. Membre du CECOR, du PSF, l'association des superviseurs professionnels et formateurs des superviseurs, et également membre de la FCP, l'association française des conférenciers professionnels. René David, tu es reconnu par ton approche humaniste, légère, pleine d'humour et d'inattendu qui permet à chacun de s'approprier l'envie d'ouvrir, d'essayer autre chose, d'oser de nouvelles stratégies, porteur de confiance et de dynamisme. René David, tu accompagnes et challenges les personnes, les groupes et les organisations en partenaires engagés. Au travers de ton parcours d'entrepreneur, tu affines ta perception des stratégies d'entreprise, puis valorises l'importance de celles déployées et adaptées à partir des ressources humaines. Tu as exercé plusieurs fonctions de direction opérationnelle en entreprise, créé, développé et dirigé 3 sociétés, dont tu es le cofondateur du cabinet AE Bolis. René David, tu es enseignant certifié en PNL, programmation neurolinguistique, en impératif self et certifié à l'analyse systémique, à la sémantique générale, master d'hypnose ericksonienne, Success Insight, AEC Insight, formation didactique à l'analyse transactionnelle avec Carlo Moiso. Et tu es également auteur de plusieurs ouvrages, dont le marketing du coach que voici, la supervision des coachs, enjeux pratiques et méthodes, coécrit avec Daniel Darmouni, et Leader 3.0 que voici. Alors, René David, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Waouh, tu en as déjà dit pas mal, Yotis. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux rajouter un petit peu des choses. En fait, je suis un fanat des arts martiaux. J'ai pratiqué pendant plus de 25 ans les arts martiaux, notamment le karaté et l'aïkido à haut niveau. Pas tant pour le processus de compétition, mais plus pour le processus collectif. Et je crois que déjà, dans mes démarrages de ces sports, j'étais plutôt un partenaire pour mes collègues, pour les accompagner à préparer leur compétition, qu'un compétiteur moi-même. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux partager que vous voyez derrière moi une de mes œuvres, un de mes tableaux qui est aussi mes hobbies, c'est-à-dire la musique, le jazz. Et puis j'ai appris un peu à jouer du saxophone, j'apprends encore, notamment du jazz. Et puis voilà, je fais des tableaux. J'ai eu la chance de faire une exposition, peut-être que j'en ferai une autre prochainement, peut-être l'année prochaine. Je peux vous dire aussi que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et que j'aime toujours autant ça, c'est-à-dire aller rencontrer des gens chez eux avec un sac à dos. Et avec ma femme, on a cette passion d'aller marcher sac à dos et rencontrer des gens. Voilà, avec un anglais de survie. Et on a pu voyager dans beaucoup de pays avec notre anglais de survie en faisant des rencontres fabuleuses. Voilà ce que je peux rajouter. Merci René David.
Tu vas nous parler de la pensée critique et créative et du dialogue socratique. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? C'est de ta faute, Yotis, en fait. C'est ta faute à toi, pour tout dire et pour partager avec tous les synergiens. D'abord, quand tu m'as sollicité pour faire un webinaire, j'étais très honoré, très fier, très heureux d'y répondre, d'avoir été sélectionné, et en même temps très embêté, pour tout dire, pour choisir un thème à vous proposer. Alors, du coup, j'ai évidemment j'ai cherché par rapport à mes passions, au fond. Et ce qui m'a fait vous proposer ce thème ce soir, c'est partager avec vous une combinaison de passion professionnelle, une combinaison de passion personnelle que j'ai la chance de pouvoir exercer chaque jour depuis maintenant 30 ans que je fais du coaching. Et ces passions, c'est la relation des gens, la relation de la rencontre, la capacité et l'importance des liens qu'on peut faire quand on rencontre des personnes. Quelque chose qui m'anime depuis tout petit, c'est la liberté d'être curieux. Je trouve que notre métier de coach nous donne une permission, nous donne une carte. C'est pas une carte de police, mais c'est une carte, la carte de la liberté d'être curieux. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Merci René David. Je t'invite à commencer ta présentation et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci beaucoup. Alors, rebonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Normalement stressé parce qu'effectivement, rencontrer autant de monde un petit peu partout dans le monde, évidemment, ça met un petit peu de pression. Donc, normalement pressé. Ce que je vais vous présenter ce soir, partager avec vous, c'est cette notion de la pensée critique créative et le dialogue socratique. Je vais avoir l'occasion d'aller plus loin pour partager avec vous qu'est-ce qu'on met dans cette notion de pensée critique, créative et dialogue socratique. Qu'est-ce que ça veut dire au fond dans le champ sémantique? Pensée critique, pensée créative. Ça commence tout petit déjà, cette notion-là de pensée critique et créative. C'est-à-dire que, vous voyez, un garçon de 6-7 ans, comme ça, qui est très curieux, qui casse les pieds aux adultes, et en même temps qui a la chance d'avoir autour de lui des adultes qui vont lui répondre, qui vont répondre à sa curiosité, qui vont répondre à ses remises en question, en tout cas, et son besoin de savoir ce qui se passe derrière l'écran, dans l'arrière-cuisine. Et puis aussi des parents qui vont plutôt, peut-être entre nous, aussi parce qu'ils en avaient marre de répondre à toutes mes questions, qui vont m'apprendre à aller chercher les réponses. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour mes parents parce que ils m'ont appris ça. Ils m'ont appris à d'abord accepter mes questionnements, accepter cette capacité de remise en cause et en même temps la capacité à aller chercher moi-même les réponses. Évidemment, ça fait qu'il y a 30 ans, j'ai choisi de devenir coach et de faire du coaching. Nous avons la chance dans nos métiers, et notamment chez ICF, d'avoir un corpus de compétences, les 8 compétences. Avant, c'était les 11, maintenant, ça va être les 8 compétences. Et le programme de ce soir, mon webinaire, s'adresse essentiellement à 2 grandes catégories de ces compétences. C'est-à-dire, en fait, comment communiquer avec impact, comment être dans la communication indirecte, c'est-à-dire vraiment avoir cette écoute particulière, cette observation particulière qui permet d'aller en résonance avec nos clients. Comment poser des questions pertinentes, des questions puissantes. Tout le monde, on rêve d'aller chercher justement, d'aller voir ces notions de questions puissantes qui permettent aux clients d'aller chercher plus loin. Et puis, un deuxième niveau qui me paraît, moi, très important, c'est d'apprendre à réussir, c'est-à-dire ce que je partageais tout à l'heure avec vous, cette capacité d'apprendre à répondre nous-mêmes à nos questions, en fait, de rester dans notre propre autonomie et d'inviter nos clients à rester dans leur autonomie et leur apprendre à chercher eux-mêmes d'autres réponses. Et le programme que je veux partager avec vous ce soir, ça parle de ça. Ça parle de comment on va communiquer différemment avec nos clients et comment on va les amener à apprendre
sur un champ réflexif ce que nous aurons fait ensemble. Je vous propose là maintenant, avant d'aller plus loin, un premier sondage. Yotis, si tu veux bien. Alors, donc, le premier sondage, on commence avec, voici la question, vous l'avez déjà sous l'écran. Donc, vous est-il déjà arrivé d'avoir la sensation, l'intuition que votre client, 1, cherche d'autres réponses ou pistes, 2, tourne en rond, 3, est bloqué dans ses réflexions? Voici le sondage est lancé. Nous vous laissons quelques secondes pour pouvoir réagir et ce soir, vous êtes vraiment très, très, très rapide. Voici les résultats avec 43% est bloqué dans ses réflexions, 38% tourne en rond et 19% cherche d'autres réponses et pistes. Merci beaucoup pour vos réponses. Effectivement, souvent pour nos clients, ce qu'on peut voir, c'est alors qui tournent en rond dans leur comme dans une roue de hamster, qui sont bloqués sur un processus et on voit qu'effectivement parfois il y a des nœuds, parfois il y a trop de choix et c'est difficile de prendre une décision. Parfois c'est le grand désert. En fait, j'ai ma question, j'ai mon contexte, j'ai ma difficulté, j'ai ma demande vis-à-vis de mon coach, mais j'ai rien, rien ne vient. C'est vraiment le vide complet. Ou alors, parfois, pour certains de nos clients, c'est le mur, c'est l'impasse. J'ai vraiment plus de possibilités, plus de façon de pouvoir réfléchir à quelque chose. Je suis bloqué. Et là, du coup, je vais décider très naturellement d'aller voir un coach, d'aller voir mon coach pour travailler ce blocage, pour travailler ces difficultés. Vous savez très bien tous, dans nos métiers, quand nos clients viennent nous voir, ils ont déjà réfléchi, ils ont déjà perlaboré un certain nombre de choses. Donc, ils arrivent déjà avec pas mal de choses dans leur tête. Ou parfois, effectivement, ils ont aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, tourné dans la roue de hamster, ils ont tourné en rond et ils n'en sortent pas. Donc, l'aide du coach à ce moment-là est vraiment quelque chose de très important. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, le coach va être en mesure de l'aider, d'accompagner. Donc, en fait, nous, coachs, nous allons faire notre métier, nous allons le questionner, nous allons l'accompagner avec toute l'ouverture et l'accueil que nous pouvons faire et la contenance que nous pouvons avoir de sa demande. Très souvent, ça va suffire pour que effectivement notre client trouve une réponse, trouve un chemin, puisse se mettre en mouvement et puisse faire des premiers pas. Parfois, peut arriver que notre client ait, et ça on va l'entendre, c'est justement cette notion de communication indirecte, on va entendre des biais cognitifs, on va entendre des inférences, on va entendre des sophismes qui vont faire que effectivement, à notre oreille, il va se passer quelque chose. Et on sent qu'il se passe quelque chose et on sent qu'effectivement, c'est nécessaire d'aller plus loin dans le questionnement. C'est nécessaire d'aller plus loin dans le travail avec notre coach, notre client qui se trouve parfois dans une impasse. Et du coup, la combinaison de la pensée critique et de la pensée créative va permettre d'aller plus loin. Ça va permettre effectivement d'avoir des choix complémentaires. Ça va permettre à notre client de pouvoir faire des pas en pouvant choisir. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand notre client arrive, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a déjà perlaboré. Bon, nos clients arrivent avec une perception de leurs difficultés qui est, vous connaissez, la pointe de l'iceberg. Et très souvent, notre travail de coach va permettre de s'adresser à cette pointe de l'iceberg et souvent, parce que effectivement nous sommes des professionnels, parce que on a eu des très bonnes formations, ben on va pouvoir aller un petit peu plus loin avec notre questionnement, avec justement cette communication indirecte, avec cette capacité de poser des questions fortes, puissantes, qui ont du sens. Mais ce que je vous propose, c'est encore d'aller plus loin, c'est-à-dire avoir des questions avec cette posture socratique, rentrer dans le processus et dans l'état d'esprit de la critique, de la pensée critique et créative, ce qui va vous permettre d'aller encore un peu plus loin pour notre client. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que on va élargir sa capacité de choix.
On va élargir sa possibilité de réflexion avec les pensées critiques et les pensées créatives. Alors voilà notre ami Socrate, notre ami Socrate qui est le père du dialogue socratique. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion de dialogue socratique? Pour Socrate, tout peut se remettre en question, tout peut se questionner. Même ce qui a du sens, même ce qui vous paraît évident, même ce qui est écrit dans le marbre, on peut le re-questionner. On peut effectivement arriver à aller chercher pour notre client qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et du coup, c'est une stratégie importante qui permet à notre client de se faire sa propre vérité. C'est-à-dire qu'il arrive dans ce questionnement, dans cette façon de re-questionner les choses, cette façon de remettre en question les choses, il arrive à se dire, bah, effectivement, je peux être d'accord avec ça, ou je suis pas d'accord avec ça, ou effectivement ça me dérange, pour Socrate, comme pour le coach, va commencer par un dialogue, un échange ouvert, un échange simple. Et puis, au fur et à mesure, le coach, comme Socrate, va affiner son accompagnement, va affiner cet échange, va affiner les questions pour être de plus en plus précis, pour être de plus en plus pointu, pour avoir cette capacité de remise en question et peut-être aussi, parfois, utiliser les processus de maïeutique. Alors, Socrate se pose comme un non-sachant. Et pour moi, en fait, il est plutôt un sachant masqué. C'est-à-dire que tout le monde connaît Socrate. Quand nos clients viennent nous voir, ils savent qu'ils viennent voir un coach professionnel qui est évidemment expérimenté, qui a des bonnes formations, qui est certifié par ICF. Donc, en fait, on vient voir un sachant. Mais notre rôle, notre posture, c'est d'être un sachant masqué. Et le rôle du coach, évidemment, là, c'est d'être prendre la posture du non-sachant dans ces échanges et dans cet accompagnement avec nos clients. Pour Socrate, c'est très, très important cet état d'esprit. Pour nous, j'ai pointé comme ça trois éléments qui sont importants dans cette capacité du dialogue socratique, c'est-à-dire dans cette capacité de remise en cause. La première, c'est la prudence. Socrate est quelqu'un de très prudent et qui fait très attention dans son questionnement. Et nous, dans notre posture de coach, on a aussi à prendre des précautions oratoires, c'est-à-dire demander la permission à nos clients, vérifier que notre client est d'accord que nous remettions en cause ce qu'il dit, prendre vraiment le temps de s'accorder sur cette capacité de remise en cause. Donc, premier point, dans cette posture de coach, dans cette façon d'être un sachant masqué, c'est d'être prudent et d'avoir des précautions oratoires. Le deuxième élément important pour moi, c'est d'avoir le courage de poser des questions, le courage et la liberté d'aller remettre en cause quelque chose que votre client a souvent posé comme étant vraiment important pour lui. Et notre capacité à avoir le courage de remettre en cause sa vérité est très importante. Et ça peut se faire que dans la mesure où nous sommes dans cette posture de coach avec éthique, avec attention, avec bienveillance. Et puis le troisième point important, c'est l'humilité. Donc prudence, courage, humilité. L'humilité, c'est de garder en tête que c'est la vérité de votre client, que cette capacité de questionnement que nous avons, cette remise en cause que nous lui proposons, c'est d'abord pour que lui trouve ses propres chemins, sa propre vérité. C'est ça qui est important. C'est pas que effectivement le client réponde ce qu'on peut imaginer ou que
il soit en pamoison devant notre questionnement en disant c'est super, vous m'avez posé une question qui me fait réfléchir. Donc, ce qui est important, c'est que notre client soit content du travail que lui-même fait. Alors, dans cette posture socratique, dans cette posture de coach, en utilisant la pensée critique et créative, nous nous adressons au fond aux trois cerveaux. J'ai pas pu m'empêcher de vous mettre dans cette époque particulière un masque que nous utilisons tous aujourd'hui. En utilisant la pensée critique et créative, nous nous adressons directement aux trois cerveaux. C'est-à-dire, vous connaissez le cortex, le limbique, le reptilien. Alors que quand on est dans notre questionnement normal, naturel, avec nos clients, on va s'adresser soit au cortex, parce qu'effectivement, on va aller générer de la pensée, de l'intelligence, de l'analyse, de la logique, ou alors on va s'adresser uniquement au limbique en travaillant sur le champ émotionnel ou sur le champ des apprentissages, ou alors on va générer effectivement des liens sur sa mémoire et ce qu'il a pu faire dans d'autres champs. Ou alors, on va effectivement aller sur simplement le reptilien, mais on y va rarement, sauf quand on fait le lien entre la mémoire et puis peut-être l'état d'urgence ou l'état de survie quand un de nos clients est en grande difficulté. Mais en travaillant sur la pensée critique et la pensée créative, bah, effectivement, on va s'adresser simultanément aux trois cerveaux. Systématiquement, on va faire un blitz qui va faire, et vous allez le voir quand vous allez remettre en question la vérité de votre client, vous allez le voir, il y a comme un petit moment de flottement, un petit moment où votre client se dit oups, qu'est-ce qui m'arrive là? Alors comment ça marche? Pour synthétiser ce que je vous raconte, on a d'abord la posture de coach associée à la posture socratique. C'est-à-dire vraiment c'est la combinaison de ces deux postures qui va vous permettre de donner encore plus de puissance à votre accompagnement. Et puis, dans la combinaison de ces deux postures, on va avoir un premier niveau qui sont les pensées bienveillantes, je vais appeler ça comme ça, qui sont l'empathie, notre capacité à mesurer et à prendre en compte ce que nous dit notre client, notre capacité aussi à être dans un cadre éthique qui permet à notre client de se sentir bien, de se sentir en sécurité, de se sentir en confiance. Et puis, la notion de pensée critique qui va être de remettre en question ce que nous dit notre client pour découvrir les failles, pour découvrir ce qui est un peu de travers, pour découvrir et remettre en cause des espèces de vérités que notre client peut avoir comme ça engrangées. On peut aussi, dans la pensée critique, revoir les critères. C'est-à-dire que avec notre client, on va remesurer un certain nombre de choses et on va repointer d'abord qui a dit et quel est le lien que notre client peut avoir avec ces personnes qui ont posé un certain nombre d'informations. Donc, on va aller très loin dans cette remise en cause. Et puis, la pensée créative, qui est une façon d'emmener notre client sur l'imagination, la subjectivité, la liberté. On va aller chercher son enfant libre. On va aller chercher sa curiosité. On va l'inviter à penser, à réfléchir out of the box pour que il ouvre son champ de réflexion, son champ d'analyse et en même temps son champ émotionnel. C'est vraiment la combinaison de ces trois types de pensées avec nos postures qui vont faire que on va pouvoir accompagner notre client d'une façon différente. Alors tout ça, c'est évidemment un état d'esprit. C'est-à-dire que pour Socrate, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça fait partie de lui. C'est plus fort que lui, cette notion du dialogue socratique et cette faculté qu'il peut avoir de remettre en question les choses. Et comme Socrate, nous présentons comme, au fond, un peu naïf. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la prudence, parce que en restant dans l'état d'esprit de la prudence, on va savoir générer des questions qui parfois peuvent être
tellement simple, tellement naïve que notre client va aller chercher tout naturellement d'autres chemins, d'autres réponses. Alors, depuis tout à l'heure, je vous raconte les pensées critiques, les pensées créatives, les pensées bienveillantes, les postures. Peut-être qu'il est temps pour nous de nous accorder sur le sens qu'on donne à ces termes. La pensée critique, qu'est-ce que c'est? La pensée critique, c'est un processus cognitif et affectif, donc une façon de réfléchir qui systématiquement remet en question ce qu'on nous a dit. C'est vraiment le potentiel que nous avons, la liberté que nous avons de, en acceptant de façon inconditionnelle ce que nous a dit notre client, nous allons remettre en cause ce qu'il nous dit. C'est ça la pensée critique. C'est d'aller revoir, c'est d'aller l'emmener plus loin, c'est d'amener à avoir, j'aime bien cette notion de doute modéré, c'est-à-dire vraiment douter de sa propre parole et douter de sa vérité. C'est ça la pensée critique. C'est prendre en compte la situation, l'accepter dans son entièreté, de façon inconditionnelle. C'est vraiment important. Ça, c'est notre posture de coach. Et dans cette posture de coach, quand on accepte de façon inconditionnelle, ça paraît tout à fait bizarre de se dire maintenant, je vais remettre en question. Mais c'est à ce prix-là qu'on va réussir à amener notre client un petit peu plus loin. Alors, la pensée critique, c'est évidemment à ne pas confondre avec l'esprit critique, qui est une autre posture. L'esprit critique, c'est remettre systématiquement tout en question et ne pouvoir accepter quelque chose qu'à partir du moment où on a des preuves. Alors que dans la pensée critique, on n'a pas besoin de preuves. La preuve, ou en fait ce qui sera important, ce sera ce que dira notre client. Et c'est pour ça qu'on a cette notion d'humilité. Ce qu'on va prendre en compte, c'est ce que notre client va dire. Autre élément, qui est la pensée créative. La pensée créative, c'est l'originalité, c'est sortir de la boîte, c'est trouver des solutions bizarres. C'est aussi votre capacité, notre capacité en tant que coach, à faire des choses bizarres à nos clients parfois. C'est-à-dire les emmener à faire un dessin, les emmener à bouger dans nos bureaux, les emmener à monter sur le bureau ou les emmener à faire, à traverser notre bureau à cloche-pied, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est les emmener à faire quelque chose de différent pour générer des idées nouvelles, pour explorer avec lui des démarches différentes. Puis je vous ai dit tout à l'heure, cette notion de pensée bienveillante qui est vraiment importante, j'aurais dû d'ailleurs commencer par les pensées bienveillantes, c'est vraiment notre état d'esprit de coach professionnel. C'est en lien avec notre code éthique, avec notre code déontologique, mais surtout, cette posture et cette pensée bienveillante, elle répond aux besoins de sécurité psychologique de nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, avec vous, avec nous, notre client peut tout dire. Il peut vraiment aborder tous les champs de sa pensée, tous les champs de ses émotions. Et pourquoi? Parce qu'il se sent en sécurité psychologique. Il ne sera pas remis en cause, il ne sera pas jugé. Et puis aussi, la pensée bienveillante, c'est aussi notre attention particulière sur comment je fais en sorte que mon client reste toujours autonome, prenne ses décisions, fasse ses choix personnels. La pensée bienveillante, c'est aussi reconnaître et puis le supporter, être en soutien permanent sur la reconnaissance de ses compétences, de ses capacités. C'est ça qui va faire que ensemble, on va faire un travail fabuleux. Alors, vous voyez que avec tous ces outils, on a vraiment de quoi faire. Et on peut se poser la question ensemble de, au fond, pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin d'aller aujourd'hui travailler avec ces notions de pensée critique, pensée créative? Parce que notre cerveau travaille très, très vite et il travaille avant nous. Il gère l'information avant qu'elle n'arrive à notre conscience. Et au fond, il est doué d'anticipation. Et on peut se demander,
ensemble comment l'ordinateur le plus puissant du monde peut nous tromper. Comment effectivement notre cerveau nous joue des tours. Comment, quand on voit quelque chose, quand on entend quelque chose, c'est traité par notre cerveau très très rapidement et ça va nous envoyer un certain nombre d'informations. C'est ce qu'on va appeler des biais cognitifs, des biais émotionnels, des inférences. Au fond, une façon de traiter l'information captée qui va nous faire agir des comportements, qui va nous faire communiquer d'une certaine façon à partir de ces informations que notre cerveau va nous renvoyer. Alors, juste pour concrétiser un peu ce que je vais vous dire, je vais vous montrer quelques images et je vous laisse vous dire à vous-même spontanément ce que vous voyez. Alors, notre première image, voilà, vous voyez là une première image. Dites qu'est-ce que vous voyez spontanément. N'essayez pas d'analyser dans un premier temps. Laissez-vous regarder cette image. Dans un premier temps, peut-être, pour certains d'entre nous, on a pu voir et analyser comme étant information première de notre cerveau, c'est une spirale. Et quand on regarde, si vous approchez un petit peu plus près de votre écran, vous allez voir 4 cercles bien distincts et pas de spirale. Vous voyez que notre cerveau va analyser très vite quelque chose, il va coller avec une expérience passée, une image passée qui correspond à ça et il va nous envoyer l'information spirale. Et on va communiquer d'ailleurs très naturellement, très librement sur cette information comme étant une spirale que nous voyons. Je propose une deuxième image pour continuer notre voyage, qui est quelque chose de tout nouveau qui vient de sortir d'un laboratoire aux États-Unis, qui circule actuellement sur Internet, donc vous allez pouvoir le retrouver. Qu'est-ce que vous voyez et de quelle couleur sont les boules à l'écran? Spontanément, qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vais aller chercher des réponses dans le chat. Alors, on me dit orange, donc Neza nous dit orange. Nous avons rouge, beige de la part de Carole. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Oui, il y a bleu de Verlaine, il y a vert de Ekaterina. Alors, les gens réagissent. Ouh là là, vous êtes ouh là là. Ça, fallait pas poser cette question. Alors maintenant, si vous vous approchez de l'écran, vous allez voir que toutes ces balles sont de la même couleur, c'est-à-dire qu'elles sont beige comme les œufs, beige clair comme les œufs, comme un œuf, la même couleur qu'un œuf. Et c'est juste une illusion d'optique dans notre perception. Et évidemment, notre cerveau traduit cette information et va nous faire communiquer à travers cette première perception et va nous faire parfois agir des comportements. Allez, juste pour le fun, une troisième image et vous me direz si vous pouvez partager sur le chat ce que vous voyez sur ce mur en briques. Alors, donc, j'attends les réactions qui sont déjà. Alors, un cigare coincé, un lapin, une illusion d'optique. Alors, donc, Lara nous dit un animal, Nathalie, une petite pierre, Elodie, une pierre ou un oiseau, Anne, je ne sais pas, Patricia, une pierre grise, Johan, une souris, Walter, un serpent. Donc, alors le cigare revient, Mathie, un fossile d'animal. Donc oui, il y a des tas de choses différentes. Il y a même un hamster qui est apparu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un crâne fossilisé, une personne occupée avec ses mains, nous dit Wilfried. Une fouine, nous dit Olivier. René David. Alors, ce qu'on voit, évidemment, c'est un mur avec un cigare planté dedans. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est justement l'avantage de cette notion de notre cerveau, c'est que à partir du moment où on aura perçu la première, donc avec simplement un décalage de ciment dans la pierre et qu'ensuite on aura perçu le cigare, en fait, on aura de toute façon les deux images. Et on va garder cet apprentissage et notre cerveau va mémoriser la capacité des deux images. Travailler avec la pensée critique et créative, c'est effectivement aussi emmener notre client sur un champ réflexif, c'est-à-dire sur un champ d'apprentissage
qui permet à notre client de mémoriser ce qu'il aura fait et le chemin qu'il aura pris pour réfléchir et aller chercher autre chose que ce qu'il amenait au départ. Donc, comme pour ces images, votre cerveau a d'abord vu quelque chose, ensuite il a perçu une seconde image et c'est mémorisé les deux. Maintenant, vous pourrez revoir ces images autant de fois que vous voudrez et vous verrez systématiquement les deux champs ou carrément le champ, le mur avec le cigare et vous verrez plus autre chose. Donc, c'est important de se dire que la capacité de notre cerveau à mémoriser et à trier l'information, c'est aussi une question d'apprentissage et c'est aussi une question d'acceptation de travailler sur ces informations. Alors, notre ordinateur personnel, notre cerveau, peut nous tromper, peut nous emmener sur des biais cognitifs. Alors, qu'est-ce que sont les biais cognitifs? Et ça, on en fait tous tout le temps. On a appris ça depuis la nuit des temps parce que c'était notre façon aussi d'évoluer, c'est-à-dire qu'on a pris des raccourcis dans notre façon de faire. Mais les biais cognitifs sont des distorsions de notre pensée, comme les images que nous avons vues. C'est une façon de regarder les choses trop rapidement parfois, en obérant quelques informations, en laissant de côté des champs de perception. Donc, c'est ce qui va nous permettre parfois de répondre très très vite dans une question, mais on va répondre très vite qui va être une réponse mécanique et non cherchée. Et souvent, on va entendre chez nos clients des biais cognitifs, notamment un premier biais cognitif qui est le biais de confirmation. C'est une tendance à plutôt chercher quelqu'un qui est d'accord avec nous que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand on invite notre client et qu'on lui pose la question, est-ce que vous avez demandé à quelqu'un d'autre son avis sur votre projet et qui vous dit ben non, j'ai pas été. Pourquoi vous avez demandé plutôt à cette personne? Ben parce qu'on travaille ensemble, qu'on se connaît bien et que il est d'accord avec moi. Vous voyez, les biais cognitifs, c'est vraiment quelque chose qui peut sembler tout à fait naturel et qui, en même temps, sont pas si naturels que ça parce que ce sont des apprentissages, ce sont des raccourcis de notre pensée. Ensuite, nous avons, je vous ai mis quelques exemples comme ça, le biais de négativité, qui est vraiment quelque chose d'important aussi pour notre client. On va l'entendre, ça. Il a une façon de gérer plutôt les mauvaises nouvelles que les bonnes, ou les mauvaises informations, ou ce qu'on ne peut pas faire plutôt que ce qu'on peut faire. Et là, on est sur le biais de négativité. Donc, on a comme ça des pistes qu'on va pouvoir aller chercher. Ces biais cognitifs sont extrêmement importants parce qu'ils vont nous permettre de fabriquer un autre élément que l'on peut entendre, que vous avez déjà entendu, que vous entendez souvent quand vous accompagnez vos clients, qui sont les sophismes. Alors, les sophismes, qu'est-ce que c'est? Les sophismes, c'est une argumentation trompeuse à laquelle notre client va croire. C'est un raisonnement qui cherche à être logique, rigoureux, mais qui est en réalité juste là pour conforter une position, pour se mettre, conforter une défense, pour conforter une résistance, pour conforter un résultat qui n'est pas forcément celui qu'on voudrait, mais qu'on est capable de défendre. Le sophisme, c'est, vous allez l'entendre. Dernièrement, j'avais un client qui m'expliquait par A plus B, avec des chiffres, avec des pourcentages, pourquoi il ne pouvait pas prendre cette décision vis-à-vis de cette équipe, vis-à-vis de son équipe. Et c'était important, en fait. En même temps, il le disait avec tellement de force, tellement de conviction que ça m'a alerté. Et du coup, j'ai été le chercher et remis en cause ces chiffres, ces pourcentages, en lui disant d'où ça vient,
Où est-ce que vous avez été chercher? Est-ce que vous avez partagé avec votre équipe, etc., etc. Et le fait d'aller le remettre en cause dans cette argumentation qui était très, très rigoureuse, très fouillée, très, très construite, lui a fait apparaître un certain nombre de failles, de trous dans la raquette, comme on peut dire. Et puis, effectivement, du coup, il a commencé à réfléchir, à regarder autrement. Évidemment, on a les plus courants dans les SOFIL, c'est la généralisation. C'est comment on va généraliser tout ce qui se passe et on va faire un amalgame des éléments pour que notre argumentation tienne le plus solidement possible. On peut faire aussi appel à la majorité. Puisque tout le monde pense comme ça, c'est forcément vrai. Et donc, je peux pas faire autrement que ce que les autres pensent. L'appel à la nouveauté, forcément, faire quelque chose de différent, de nouveau, c'est forcément mieux que ce qu'on faisait avant ou ce que je voulais faire moi. Voilà. À chaque fois, vous allez entendre, et l'idée, c'est d'aller chercher tout ce que nos clients nous disent, c'est-à-dire l'idée, c'est de nous transformer en inspecteurs Colombo. C'est d'aller chercher systématiquement les petites informations, notamment dans cette communication indirecte, dans la résonance qu'on va pouvoir avoir avec nos clients, qui fait que quelque part, on va sentir chez nous, on va entendre quelque chose chez nous qui nous dit il y a quelque chose qui n'est pas carré, il y a quelque chose qui colle pas, il y a quelque chose qui est en décalage. Alors, on peut très bien se dire je laisse passer ou je laisse de côté, ou alors se dire effectivement, je rentre dans cette posture socratique et je vais aller avec la pensée critique, avec les pensées créatives, remettre en question ce que nous dit notre client. Je vous propose un deuxième sondage, Sophie. Yotis, si tu es prêt. Alors, le prochain sondage. Le cœur de notre accompagnement en coaching consiste à apprendre à notre client à trouver ses solutions, à changer de comportement face à certains stimulus négatifs, à rendre notre client plus conscient des distorsions de sa pensée, apprendre à notre client à raisonner de façon totalement ouverte. Nous allons arrêter le sondage maintenant. Et voici les résultats. Donc, 50% apprendre à notre client à trouver ses solutions, 28% rendre notre client plus conscient des distorsions de sa pensée, 21% apprendre à notre client à raisonner de façon totalement ouverte et 1% à changer de comportement face à certains stimulus négatifs. Super, merci beaucoup. Effectivement, je crois que c'est une combinaison de tous ces éléments et vous l'avez bien vu, mais ce qu'on doit garder en tête, c'est que quand notre client vient nous voir, il nous invite d'abord, il arrive avec ce qu'il a en tête et il nous invite à regarder par le petit bout de la lorgnette de sa pensée. Il va nous inviter uniquement sur un champ de son besoin sur lequel il a déjà réfléchi. Et bien souvent, nous allons poser des questions sur ce que nous savons déjà. Rentrer dans le champ de la pensée critique et créative, c'est sortir de ce champ-là. Et c'est avoir en tête ce que nous disaient Korzybski et Bateson, c'est-à-dire la carte n'est pas le territoire. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. Dire que systématiquement, je vous disais tout à l'heure, c'est un état d'esprit. Si on a ça en tête, quand notre client vient nous voir, il vient nous montrer et ce qu'il nous montre, c'est le petit bout de la lorgnette. Et que notre boulot, et il vient nous voir spécifiquement pour justement aller regarder plus largement les choses. Notre travail de coach, c'est d'aller l'emmener sur une carte beaucoup plus large sur peut-être ce qui pourrait être demain son territoire au fond pour pouvoir élargir le champ de sa réflexion, élargir le champ de sa pensée, élargir le champ de ses possibilités de mise en mouvement. Quand notre client vient nous voir, c'est pour se mettre en mouvement, c'est pour qu'on l'accompagne dans sa mise en mouvement. C'est ça, au fond, notre travail. Et la posture du coach, pour sortir des inférences, pour sortir des biais cognitifs, pour sortir des biais émotionnels, pour sortir des sophismes, c'est vraiment de pouvoir avoir
cet état d'esprit est systématiquement pensé. Alors, je vous disais tout à l'heure, notre posture de coach, c'est de savoir accueillir de façon inconditionnelle ce que va nous dire notre client. C'est pas incompatible. Je suis pas en train de vous dire une chose et son contraire. Je dis bien qu'effectivement, c'est très important parce que dans cette notion de pensée bienveillante, cette capacité que nous pouvons avoir à d'abord accueillir inconditionnellement, sans jugement, ce que nous dit notre client. Mais notre job, c'est de ne pas nous tromper et de nous laisser tromper par notre client. Et si vraiment on veut l'accompagner, l'aider à voir autrement, à réfléchir autrement, à voir ses propres distorsions, comme vous l'avez répondu dans le sondage, c'est effectivement rentrer dans cette combinaison de pensée critique et créative. Alors pour ça, en fait, la première chose, une des premières choses, c'est prendre de la hauteur et de la distance par rapport à ce que nous dit notre client. Un des dangers que nous avons, c'est de nous laisser happer par le contenu, par l'histoire que notre client nous raconte, par la véracité ou la force émotionnelle que le client peut mettre dans ce qu'il nous dit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avoir cette vigilance accrue, cette écoute particulière pour être en mesure d'identifier les petites distorsions et puis de savoir tirer un fil, savoir tirer doucement, patiemment un fil. Peut-être que vous tirerez un premier fil et il se passera rien, un deuxième fil, il va casser, un troisième fil, il va résister, et puis vous allez tirer un fil, vous allez remettre quelque chose en question qui va vraiment faire son effet, qui va emmener votre client ailleurs. Dans la présentation que je vous ai faite, je vous demandais quelles sont les questions qu'on peut avoir sur le non-savoir de notre client. Et merci pour toutes les réponses et tous les commentaires que vous avez faits les uns et les autres par rapport à cette question de préparation. Mais une des questions qu'on peut se poser quand on interroge le non-savoir de son client, c'est qu'est-ce qu'il sait? Et très souvent, quand je suis face à un client qui me dit, là, je sais pas répondre, je lui demande ce qu'il sait par rapport à ça. Et on va faire l'inventaire de ce qu'il sait. Et à partir de ce qu'il sait, il va faire lui-même le lien avec ce qui manque. Et du coup, il est aussi dans ce processus d'apprentissage. Donc, quand j'interroge le non-savoir de mon client, j'interroge d'abord ce qu'il sait. Et à partir de ce qu'il sait, on va trier. Donc, c'est comment on ouvre avec les bonnes clés, c'est-à-dire avec des bonnes questions. On sait tous poser des questions. Nous sommes des champions. Nous avons appris à poser des questions qui ont du sens, des questions fortes, des questions simples, mais en même temps qui vont remuer notre client. Les mots de nos questions sont importants. L'agencement de nos questions sont importants. Et c'est extrêmement important d'être vigilant sur quels mots, quelle combinaison de mots je vais utiliser pour pouvoir poser des questions. Alors, je vous donne quelques clés, quelques pistes de travail pour la pensée critique et créative. Premier élément, c'est se concentrer sur l'échange d'informations. C'est-à-dire que se concentrer sur les informations, sur les questions, sur les émotions, c'est évidemment cette notion de communication indirecte. Et c'est pas se concentrer sur l'histoire. C'est pas se concentrer sur le contenu, mais c'est se concentrer sur ce que nous dit notre client, sur la musicalité de ce que nous dit notre client, sur le ton, le rythme, sur la respiration que nous dit notre client, qui va nous donner des indicateurs, sur aussi notre capacité à entendre des faux arguments, des biais cognitifs ou émotionnels, des inférences, et d'aller chercher ça et d'être capable, d'avoir envie d'aller chercher. Le courage, je vous parlais tout à l'heure de courage, c'est remettre en cause la crédibilité d'une source ou la crédibilité de son histoire. Ça, souvent, il faut vraiment prendre des précautions oratoires et en même temps
prendre son courage à deux mains pour le faire. Par expérience, je l'ai fait plusieurs fois. C'est quelque chose que j'aime bien faire avec mes clients, mais quand même, pour entre nous, en confidence, il m'est quand même arrivé quelques surprises où parfois mes clients se sont levés, sont partis parce que ils étaient contrariés. Ils sont revenus après, évidemment, mais ça les a contrariés, cette remise en cause. Donc, il faut qu'on soit prêt à ça, c'est-à-dire à accepter que notre client soit contrarié, que notre client soit un peu agacé par cette remise en question, notamment sur leur vérité. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, aussi, autre chose importante, c'est vraiment attention aux actes sémantiques, c'est-à-dire vérifier que l'utilisation d'un mot a bien le même sens pour vous que pour lui. Ça sont voilà quelques pistes que je partage avec vous, qui sont effectivement pour moi des éléments importants. Alors pour ce webinaire, en fait, j'ai fabriqué un modèle qui s'appelle les spirales de la posture socratique. Du coup, j'ai combiné deux spirales. Une spirale qui va vers le bas, en fait, qui va du bas et qui monte vers le haut, qui est la notion de coaching. Et puis une spirale qui est inversée, qui va du bas vers le haut, qui est la capacité de nos clients à apprendre des choses. Et ça, c'est pour moi, c'est effectivement ce que peut amener le travail avec la pensée critique et la pensée créative. Alors, on a notre situation de coach avec notre posture de coach. Les spirales sont les récepteurs des éléments de contenu du coaching. On a en tête systématiquement, parce que la carte n'est pas le territoire, le champ systémique dans lequel nous sommes ensemble et dans lequel effectivement se passe la demande de notre client. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On a nos pensées bienveillantes, on a nos pensées critiques et je vous ai fait un modèle qui s'appelle les 5 R. Pour qu'on s'en rappelle, pour qu'on l'ait en tête, pour que quand vous êtes en situation de coaching, vous ayez systématiquement ces 5 R en tête. C'est la capacité de remettre en cause, rechercher des informations comme l'inspecteur Colombo, raisonner ces informations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut les repenser, les remettre dans une logique. Et ça, c'est vraiment important et c'est ce qu'on peut faire avec des processus de reformulation. Ensuite, il faut les arranger, faut vérifier effectivement avec notre client que ça refait sens et il faut les réinterpréter. Voilà, les 5 R. Et puis, pour terminer, je vous propose quelques idées pour la pensée créative, c'est-à-dire amener votre client à imaginer des champs, des choses différentes, des scénarios différents, l'accompagner pour découvrir d'autres visions du monde, d'autres façons de regarder sa problématique, sa demande, quitte à jouer avec, élaborer différentes histoires, différents scénarios, différents dessins, l'encourager à sortir du cadre. C'est important pour nos clients parfois qui sont coincés dans un cadre, qui sont coincés dans un mode de fonctionnement, qui sont coincés dans des habitudes, des invités à sortir. Ils ne sont pas obligés d'y rester, mais on peut les inviter effectivement à aller ailleurs pour voir comment ça fait. Donc, les amener avec des exercices dans nos bureaux qu'on peut faire pour regarder ce que ça peut donner. Et puis, ça peut lui plaire ou ça peut ne pas lui plaire. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette notion d'humilité, c'est-à-dire que c'est vraiment la vérité de votre client qui compte. C'est pas parce que vous aurez l'impression d'avoir fait tel ou tel bon travail ou posé telle ou telle bonne question que ça doit forcément marcher. Ce qui est important, c'est ce que votre client va être en mesure d'accepter pour lui-même. Et puis, avec ça, on va aller solidifier, c'est-à-dire travailler sur la réflexivité de ce qu'il a fait. On va l'emmener à revisiter en se posant une question simple, hein, c'est qu'est-ce qu'on s'est dit quand on s'est dit tout ça
qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Et travailler sur le champ de la réflexivité, c'est aller trouver d'autres ressources, d'autres compétences, d'autres forces que le client avait peut-être laissées de côté. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, les solidifier en faisant des apprentissages pour notre client. C'est-à-dire que c'est important, avant de terminer notre session, de revenir sur le cheminement que nous avons fait ensemble et puis d'arriver à en faire un apprentissage. Je vous disais, la gratitude que j'avais vis-à-vis de mes parents et des adultes que j'avais autour de moi quand j'étais enfant, qui m'ont plutôt appris à aller chercher l'information. C'est ça que j'ai appris. C'est ça qui m'a construit. C'est ça qui a fait que, au fond, je me sens quelqu'un de très solide parce que j'ai cette capacité de, quand je ne sais pas, je sais que je peux aller chercher pour trouver. Et ce qu'on peut apprendre et partager avec nos clients, c'est vraiment cet apprentissage-là. Pour terminer, je vous propose, je vous le posais dans la présentation, de trouver votre posture créative, posture socratique, pardon. Et qu'est-ce que c'est cette posture socratique? La première, c'est d'être un sachant masqué, c'est-à-dire vraiment de l'état d'esprit d'accepter, de savoir que vous savez un certain nombre de choses, d'accepter votre logique, votre intelligence, d'être prêt à vous remettre en cause. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que nous avons, pour la plupart d'entre nous maintenant, nous faisons ce métier depuis un certain temps, la capacité à faire des choses et aussi à être dans un processus un peu mécanique, habituel. Eh bien, c'est se re-questionner soi-même pour se remettre en cause. Remettre en cause aussi votre client sur ce qui lui paraît évident, réévaluer la crédibilité de ce qu'il vous dit, prendre des risques en restant dans le champ éthique avec empathie et savoir garder la distance nécessaire à la neutralité des informations qui seront partagées ou qui seront trouvées par votre client, à l'impartialité aussi, c'est son choix, et puis aussi à la parité, c'est-à-dire l'équivalence des paroles de l'un et de l'autre. Ça, c'est vraiment important. On a un troisième sondage à vous proposer, si tu veux bien, Yotis, avant de terminer. Voilà, donc le troisième et dernier sondage, la posture socratique, la pensée critique, créative peuvent m'aider à accompagner mon client dans des situations, peuvent aider mon client, se traduisent déjà en de nouvelles stratégies d'accompagnement. Et voici les résultats. Avec 59%, se traduisent déjà en de nouvelles stratégies d'accompagnement. 30% peuvent m'aider à accompagner mon client dans des situations et 11% peuvent aider mon client. Super, merci beaucoup. Je suis très content que ça vous donne des idées ou ça vous donne d'autres idées. Et vraiment, je serai aussi disponible et à votre disposition pour en parler si vous le souhaitez. Avant de terminer, j'ai souhaité partager quelques questions que j'utilise. Donc, je vous ai mis, vous le retrouverez dans le document que vous pouvez télécharger. C'est à votre disposition. Alors, ce sont les principales questions que j'utilise quand j'accompagne mon client, qui sont vraiment issues de cette notion de la pensée critique et créative. C'est-à-dire que vraiment, ces questions m'aident à remettre en question ce que dit mon client systématiquement. Nous arrivons au terme de notre voyage sur la pensée critique et créative. J'ai conscience que on a un peu débordé par rapport au temps et je vous prie de m'en excuser. Je voudrais juste terminer par la citation de Socrate qui fait sens pour moi, que je l'avais déjà partagé lors de la présentation, mais que je repartage ce soir pour terminer ce webinaire. C'est que les gens que l'on interroge, qu'on accompagne au fond dans notre posture de coach, pourvu qu'on les accompagne bien, qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. Et ça doit être pour nous effectivement ce qui doit pouvoir faire sens dans notre posture de coach. Merci à tous les synergiens. Merci Yotis. Un grand merci à toi, René David,
pour cette présentation très utile et très importante pour le métier de coach. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Je vous rappelle que Nefissa est l'une des ambassadrices de l'ICF Synergie en Tunisie et également depuis cette année présidente de l'ICF Tunisie. Alors bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé? Bonsoir les synergiens et bonjour les synergiens et synergiennes. Effectivement, beaucoup de compliments à ton égard. On est David. On a de la part de Olivier, super, merci. Sujet passionnant de la part de Yokonda, top, trop fort. De la part de Mathie, excellent. De la part de Adela, avez-vous des lectures à nous proposer? Ah là, c'est quelqu'un qui pose une question. Avez-vous des lectures à nous proposer sur les billets cognitifs? Et il y a aussi quelqu'un qui demande effectivement les titres. Tu voulais les montrer à la fin, donc Marketing Coach. Je les remets juste à l'écran, mais on partagera ça sur les réseaux sociaux s'il faut. Je vous laisse prendre note et de toute façon, vous pourrez également pendant le replay faire pause et reprendre cette information. Donc, voilà. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Vous retrouverez la présentation, comme ça a été dit, de ce webinaire sur nos réseaux sociaux et plus précisément dans nos groupes Facebook et LinkedIn. C'est là que vous retrouverez également les liens pour nos prochains webinaires. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour faire évoluer votre posture de coach. Vous avez aimé ce webinaire, envoyez-nous un peu d'ocytocine en nous laissant un petit pouce bleu qui augmentera aussi notre dopamine. Alors, qu'avez-vous pensé de ce webinaire? Qu'avez-vous envie de partager avec notre orateur? Mettez cela en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et René David, je te laisse le mot de la fin. Merci Yotis. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Merci d'avoir partagé ce moment. Et puis, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me joindre en delà de l'échange qu'on peut avoir tout à l'heure sur LinkedIn. À très bientôt en tout cas et bonne continuation à tous. Et encore merci. Merci René David. Merci Nefissa. Au revoir. Au revoir. Au revoir.